Vous l'aurez compris, là pour le coup, c'est pas moi qui ai aidé Caroline, enfin un tout petit peu au début, mais c'était Marie, ma collègue. Mais j'ai aussi aidé d'autres médecins en fait et qui sont inclus dans cette étude, recrutés dans cette étude. Alors je suis attachée de recherche clinique pour le réseau pour SPIO, qui est le réseau des investigateurs, des médecins généralistes investigateurs dans notre belle région d'Occitanie. Je suis également assistante de qualité de données pour le projet national d'entrepôt de données de santé P4DP qui est porté par le CNGE. Donc, qu'est-ce que c'est un attaché de recherche clinique? Alors, on est des professionnels support à la recherche. Notre rôle s'articule autour de 3 axes majeurs, qui sont le contrôle et le suivi scientifique réglementaire des essais cliniques. Nous assurons le lien et la communication entre les acteurs de recherche, les investigateurs, les promoteurs, mais aussi les autorités compétentes. Dans notre réseau, j'anime ce réseau afin de dynamiser et de fédérer les médecins investigateurs. Donc, en étant un arc en soins primaires, mes missions cœur du métier, et de mettre en place les études dans les centres investigateurs, que ce soit des maisons de santé pluripro, des centres de santé, mais il peut s'agir également des cabinets individuels, en suivant les inclusions dans le respect des calendriers et des procédures en vigueur. J'accompagne également les médecins généralistes investigateurs dans l'appropriation du protocole, en créant des fiches, des résumés du protocole, avec les critères d'inclusion et d'exclusion également. Je les forme aussi aux outils qui sont fournis qui sont définis par les protocoles, mais aussi aux bonnes pratiques réglementaires. Enfin, je veille à la qualité, à la cohérence des données recueillies et je gère les corrections si nécessaire. J'organise régulièrement aussi des réunions en format de webinaire avec des thématiques qui servent en fait d'un temps d'échange et de partage d'expériences, mais aussi pour mettre en valeur les équipes impliquées. Nous mettons aussi au sein de notre réseau des actions de motivation, des suivis individualisés en organisant des réunions avec des investigateurs pour échanger faire le point sur les inclusions, mais également définir leurs besoins et leurs freins, donc en termes de temps aussi et d'outils. Nous organisons aussi, nous essayons d'identifier les centres qui sont en difficulté afin de leur apporter notre soutien. Je réalise régulièrement aussi des communications sur l'avancement, l'état d'avancement des études sous format de newsletter. Vous avez un exemple d'une newsletter, d'une étude qui est en cours de recrutement dans notre réseau. Et j'assure aussi l'information entre le promoteur, les équipes de coordination et les équipes terrain afin d'anticiper les besoins et de répondre rapidement à certains blocages. J'interviens également dans la contribution à l'identification, à la proposition de nouvelles études adaptées en faisant les analyses de faisabilité, le potentiel de patients qu'on peut inclure dans les études, qui soient en adéquation avec les pratiques de soins. Je participe également aux démarches de contractualisation, à la partie administrative avec les promoteurs et les centres, en établissant les contrats et le suivi des conventions et des signatures des conventions. Donc le cas pratique était l'étude Colcott TD2. Notre réseau a été sollicité pour recruter des centres investigateurs qui seraient intéressés pour participer à cette étude. Donc la première étape était de contacter les membres du réseau afin de leur présenter l'étude sous forme d'un mail avec le synopsis de l'étude et les critères. Donc nous avons réussi à recruter 6 maisons de santé qui étaient intéressées. Et la prochaine étape était la complétion du questionnaire de faisabilité. Vous avez un exemple.
Donc, je précomplète ce questionnaire de faisabilité avec les données qui sont en ma possession. Et ensuite, il y a certaines données qui sont que les médecins qui peuvent nous les fournir. Donc, on prémâche un petit peu le travail. Et suite à ça, on valide ce questionnaire. Je le renvoie au promoteur. Et je procède ensuite au recueil des documents administratifs tels que le CV, les certificats de PPC et certains aussi documents qui sont demandés par le promoteur. Une fois tout est validé, on organise une visite de présélection avec le promoteur pour qu'il puisse présenter l'étude au médecin investigateur, revoir avec lui les critères et valider la participation du centre. Donc, une fois le centre est validé, nous organisons la visite de mise en place, qui est la visite de démarrage de l'étude. En amont, il y a la phase de pré-screening de sélection des patients, qui consiste à sélectionner dans la file active des médecins à partir de leur logiciel métier. Dans ce cas, c'était Appin Justari, donc du coup, c'était le logiciel VEDA. Donc, on sélectionne les patients potentiellement éligibles. Il y a une étiquette, Caroline l'a déjà expliqué, mais voilà, il y a une étiquette qui est attribuée à ces patients qui sont éligibles. Et une fois le médecin reçoit ce patient en consultation, il voit cette étiquette que le patient est potentiellement éligible, il lui propose l'étude. Et si le patient est OK pour participer, à ce moment-là, on planifie avec le médecin les rendez-vous d'inclusion et de randomisation de ce patient. Le jour de l'inclusion, on prépare les documents nécessaires à l'inclusion, à savoir la notice d'information et le consentement éclairé pour le patient et le médecin. Dans ce cas de figure, l'étude nécessite ce consentement éclairé, mais vous en avez dans d'autres études où il y a juste une non-opposition. On propose au patient oralement s'il est OK pour participer à l'étude et on n'a pas besoin de consentement éclairé. Un autre outil qui est fourni par le promoteur sert à enregistrer afin d'attribuer un numéro d'identification au patient et à randomiser le patient dans le bras de l'étude. Ce qui attribue au patient un numéro d'identification et un lot de médicaments à attribuer à ce patient. Donc, l'EVRS nous sert aussi à faire sur la traçabilité du traitement délivré aux patients. Lors de cette visite d'inclusion et même pour les visites de suivi, certains protocoles nécessitent des examens cliniques et des paramètres à réaliser. Donc, je saisis ces données-là dans le cahier d'observation électronique, le CRF, et j'imprime aussi les comptes rendus de cette visite afin de les archiver dans le dossier du patient, qui est le dossier classeur qui va nous servir de document source. Et ce classeur-là, le format papier, qui va être aussi comparé lors des visites de monitoring avec ce qui a été rentré dans les CRF. Une fois la fin des suivis, les dernières visites sont effectuées, on arrive à la phase de clôture et de l'archivage de l'étude. À ce moment-là, je vérifie que toutes les données qui étaient rentrées dans les cahiers d'observation, au niveau des dossiers papier aussi, sont correctes. Et s'il y a une nécessité de faire des corrections, on les réalise. On gère les traitements de l'essai ainsi que le matériel donné par le promoteur, faire l'inventaire, le retour du matériel ou la destruction des médicaments qui ne sont pas utilisés. Il y a ensuite la phase de l'archivage du dossier investigateur et des documents réglementaires. Dans le cas où on est promoteur de l'étude, on doit informer d'une manière officielle les autorités compétentes et les comités d'éthique de la fin de l'essai et procéder à la rédaction du rapport final de l'essai et la diffusion des résultats. Enfin, j'aimerais terminer sur cette figure que vous connaissez peut-être déjà. Avant, j'étais à Arc Hospitalier et c'est vrai qu'au niveau de l'hôpital, on avait beaucoup d'essais cliniques et on avait plein de patients recrutés. Donc, je me suis posé quand même la question pourquoi on n'en avait pas là en arrivant en soins primaires. Et cette étude montre bien que la grande majorité des soucis de santé des Français est prise en charge
par la médecine générale. Et cette prise de conscience m'a conduit à me demander pourquoi la recherche clinique n'est pas aussi développée au niveau des soins primaires, sachant qu'elle peut nous permettrait de produire vraiment des données qui sont de la vraie vie en fait, des patients. Et vous avez un nombre énorme de patients, donc ça serait des données plus représentatives de la vraie vie des patients. Donc, et elle valoriserait aussi, elle vous valoriserait comme producteur des données qui sont et de connaissances qui renforceraient la qualité globale des pratiques. Mais je suis bien consciente quand même de vos plannings monstrueux, mais nous sommes là, c'est là où nous intervenons, nous, le personnel support de recherche, afin de vous faciliter et de vous rendre agréable la participation dans les projets de recherche clinique. Moi, je vous remercie pour votre attention. Merci Nabila de cette présentation. Vous l'avez compris, vous voyez les images qui figurent, qui décrivent l'engagement du réseau MUST. En fait, on est sur un effort collectif d'essayer de mettre en avant ces métiers et cette organisation qui permet d'alléger le travail d'investigateurs pour chacun d'entre nous qui sommes, si on est les plus motivés, on est à essayer de voir comment on peut déployer, comme Nabila le décrivait, une recherche qui est essentiellement dans les hôpitaux, mais qui, dans les hôpitaux, bénéficie d'appui. Aujourd'hui, cette présentation, elle vous permet de dire, voilà, dans une des premières équipes qui le met en place, voilà comment ça se passe, à voir si, du coup, vous avez des questions, des remarques sur cette modalité de déploiement sur laquelle on s'attache à monter en charge, avec un déploiement qui devrait pouvoir se faire comme ça, progressivement, sur plus de régions, et en pensant que c'est à la fois un gage de qualité, enfin on l'a bien compris je pense dans la présentation de Nabila, et puis un facteur de facilitation pour être plus nombreux à participer. Bonjour, moi Marie Dargent, je suis AMG, enfin nouvelle AMG et actuellement encore médecin remplaçante. Mais j'avais des questions un peu plus sur la pratique au final. Pour l'instant c'est uniquement en fait région Occitanie, il n'y a pas encore les autres régions, c'est ça que vous disiez. Et l'autre question aussi, c'était à la fois niveau temps et niveau... est-ce qu'il y a une rémunération? Enfin, comment ça se passe finalement? Quel temps ça prend d'être investigateur? Et finalement, qu'est-ce que... On m'entend? Oui. Alors, j'en ai pas du tout parlé, mais rémunération, oui. Combien? J'en sais strictement rien, je m'en souviens pas. Oui, vous êtes rémunéré, je crois, par patient inclus, au début sur la visite de randomisation et après peut-être un peu moins sur les visites de suivi. Comme j'ai dit concrètement, tout cumulé, j'ai peut-être eu 1h30 sur l'administratif et après vraiment c'est 30 minutes le rendez-vous de consultation d'inclusion avec l'attaché ou l'infirmière de recherche clinique pour la consultation. Donc comme on a l'agenda partagé, je sais que moi Marie est là tous les lundis après-midi, si j'ai un patient qui me dit ok, je regarde, mes autres collègues s'ils en ont déjà placé, on cale un rendez-vous avec le patient et c'est un créneau d'une demi-heure que moi automatiquement qui se bloque dans mon agenda aussi, les agendas sont croisés. Et en 30 minutes, et après je passe moi à ma consultation suivante d'un petit qui a peut-être une gastro. Enfin voilà, moi je l'inclus en tout cas comme ça dans ma pratique au quotidien. Donc pour moi c'est réalisable. Ça demande de l'anticipation, des créneaux de consulte avant, mais bon, on n'est pas dans l'urgence, donc c'est tout à fait faisable. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Niveau région, c'est uniquement Occitanie. Enfin, non. Alors après sur le déploiement de MUST, en tout cas après je pense que Cédric pourra élargir, mais il n'y a pas toutes les régions qui ont cette structuration, ce soutien, on va dire, à la promotion avec la présence d'ARC et surtout d'aide au financement, on va dire, de personnel de soutien à la recherche. Donc ensuite, il y a des régions pilotes, on peut dire ça comme ça, avec un projet d'élargissement de cette structuration à l'ensemble des régions de France. Mais il n'y a pas que Occitanie, même si je sais que Julie dit qu'il n'y a que l'Occitanie qui... le centre du monde. Et c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que j'ai cru savoir. Peut-être pour décrire cette montée en charge, si on la présente aujourd'hui, c'est qu'elle a commencé de façon un peu limitée sur 3 régions particulières, Occitanie, Pays de la Loire et Île-de-France. Puis aujourd'hui, il y a un élargissement vers des régions Normandie, Hauts-de-France, Aura, demain PACA, etc., Bretagne. Donc
il y a une ambition de déploiement national qui se fait par étapes et au regard d'études qui permettent qui donnent du sens à avoir de l'appui et qui ont été construites pour bénéficier de cet appui. Mais c'est pour dire, notre ambition, c'est de dire, voilà, parlez-en autour de vous, on pense que c'est un modèle qui doit nous permettre d'être progressivement plus nombreux à participer. Fabien Rougerie, Strasbourg, merci pour cette présentation. Et si déjà on est dans le financement, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quelles sont les sources de financement des personnels de recherche comme Nabila par exemple? Alors, pour ma part, je suis à mi-temps du coup AQD pour le projet PKDP, donc c'est un financement PKDP, c'est un GE. Et pour l'autre partie, pour le réseau SPIO, c'est l'ARS qui finance mon poste. Juste une question. Moi, je suis responsable du réseau investigateur région Centre-Val de Loire, du coup, donc on essaie de mettre les choses un peu en marche. On a remarqué que pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas que le médecin fasse, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse à la place. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un petit peu le prorata temps passé médecin et surtout temps d'accompagnement à côté par le personnel en général, donc infirmière de recherche clinique, ARC, assistant médical, IPA. Donc ça serait intéressant. Et une question d'un point de vue stratégique. Est-ce qu'il faut d'abord avoir une étude à proposer pour fédérer et lancer, ou est-ce qu'il faut déjà commencer à recruter, fédérer et attendre que ça tombe derrière, qu'une étude arrive derrière? Alors, pour les parties, le temps passé... Après, c'est vrai que nous, on prépare vraiment en amont... Comme vous avez vu, le pre-screening, le listing des patients qui sont OK, qui rentrent dans les études, et ensuite toute la partie administrative avec tous les documents nécessaires pour les promoteurs. Vraiment, l'investigateur intervient sur des questions médicales. Si on a un doute sur un antécédent, sur un traitement, donc là, on le fait intervenir. Ah, c'est moi. Et aussi au niveau de... Ah, c'est peut-être moi. Au niveau de l'inclusion, c'est le médecin qui signe le consentement aussi avec le patient. Après, en amont, on peut très bien checker les effets indésirables, si vous voulez, avec le patient. Il y a certains, comme Marie, elle est infirmière de recherche clinique, donc elle a aussi la double casquette de pouvoir faire les soins, la prise des constantes et tout ça. Voilà. Mais pour vous dire un temps exact, mais vraiment, c'est... Il y a aussi l'examen clinique aussi, donc je te laisse peut-être Caroline dire. Sur Colcode, c'est particulier parce qu'il n'y a pas d'examen, j'avoue, clinique à faire, donc ça nous fait gagner du temps, d'où l'inclusion, la visite de 30 minutes. C'est vrai que sur les 30 minutes, je ne l'ai pas précisé, mais l'infirmière de recherche clinique peut en faire une partie toute seule si elle le veut. Moi, j'aime bien être avec elle du début jusqu'à la fin, non pas pour surveiller, mais parce que voilà, j'ai aimé connaître son travail et je trouve qu'en plus, ça rend plus dynamique l'échange avec le patient et puis on lui a proposé cette étude, donc je trouve ça assez logique d'y être avec lui, mais c'est vrai que sur l'inclusion elle-même, en tout cas sur cette étude-là, je pense qu'elle peut faire facilement 20 minutes toute seule et moi les 10, facile, oui. S'il fallait vraiment avoir un... Je vois 2 personnes debout, on va prendre 2 questions, puis après on avancera parce qu'on a des collègues qui sont arrivés pour faire bosser sur les... Bernard Frache de Poitiers. Est-ce que vous avez une expérience? On s'est aperçu là, on a été promoteur on a fait une étude là qui s'appelle EpiPrime, on n'a pas eu autant d'investigations qu'on voulait, mais par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça a marché sur des centres où on avait soit les secrétaires, soit les infirmières azalées qui secondaient le médecin. Est-ce qu'il y a une harmonisation de l'implication des personnels du cabinet, autres que des gens formés pour la recherche, bien sûr, et au niveau légal et au niveau administratif, est-ce qu'il y a une harmonisation? Et ma question, je vais répondre pour le financement. EpiPrime, par exemple, nous, les médecins étaient rémunérés à 800 € pour la formation et 50 € par inclusion, sachant qu'on leur demandait d'inclure 50 personnes. Mais pour le personnel, et ça a bien marché. Alors, c'est vrai que pour certaines études, oui, certains secrétaires, elles peuvent aider à voilà, vous voyez la requête là faite sur VEDA. Si on lui propose les critères, elle pourrait le faire. Mais réglementairement parlant, c'est vrai que moi, je dispose des bonnes pratiques cliniques. Donc, c'est indispensable pour pouvoir faire vraiment de la recherche clinique. Malheureusement, oui. C'est peut-être l'innovation quand même qu'on propose. Historiquement, on n'aurait pas pu le faire. Aujourd'hui, on a des personnes qualifiées et
en capacité de le faire. Oui, bonjour. Mathieu Schwarz-Rouen, merci pour ces deux présentations qui étaient vraiment éclairantes sur l'activité d'investigation au quotidien. Moi, j'avais déjà une première remarque, c'est on voit vraiment l'enjeu et l'intérêt de disposer de personnels de recherche qui connaissent bien l'environnement des soins primaires et qui connaissent aussi les outils utilisés par les médecins généralistes. Et moi, j'ai trouvé vraiment intéressant la manière dont vous utilisez les outils qu'on utilise au quotidien, typiquement le logiciel de consultation. Et je pense qu'il y a des enjeux quand même à communiquer probablement sur la manière dont on peut arriver à intégrer des processus qui sont parfois éloignés de notre pratique dans des outils qui le sont beaucoup moins. Et ça facilite beaucoup les choses et ça a probablement rapproché des médecins de l'investigation. Et une petite question, c'était, il y a beaucoup de personnel finalement dans la structure. C'est quoi l'articulation entre typiquement l'infirmière de recherche clinique et l'ARC pour bien comprendre un petit peu la manière dont les choses s'organisaient au quotidien? Alors pour le coup, pour l'étude Colcotte TD2, c'est vrai que c'est, comme elle est aussi issue de MUST, c'est Marie qui est l'infirmière de recherche clinique qui s'occupe. Mais moi, autant que ARC, dans le réseau SPIO aussi, j'ai d'autres études où c'est moi qui m'en occupe. Et la différence, c'est que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on fait le même travail, sauf que Marie, elle a le côté où elle peut faire des actes de soins paramédicaux. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais dans quel contexte? Les études après, là oui, pour le coup, Colcotte TD2, comme elle est reliée un peu à MUST, donc du coup c'est une ARC, une IRC MUST qui s'en charge. Mais pour d'autres études, notamment nous, au sein de notre réseau SPIO, on a des études dont nous, on est promoteurs. Donc moi, je fais de la coordination avec plein de centres pour ces études-là. Il nous reste à progresser pour comprendre bien la spécificité de tous ces métiers qui peuvent venir en complémentarité. Merci. Je propose qu'on avance.